Si maintenant vous voulez savoir ce qui s'est passé, ce que je pensais à 15 ans, je ne me rappelle plus parce qu'il y a un demi-siècle. Mon père était néraquais, il est parti en 1922 aux colonies. Je suis né là-bas, à Bobo-Dioulasso, en Côte d'Ivoire, pays très pacifique et qui en défend les valeurs libertaires et égalitaires, comme chacun le sait. Et d'ailleurs, je n'ai jamais eu aucun désir d'y retourner. Mon père, après, préférant certainement le soleil à la brume lot-et-garonnaise, est venu s'installer à Nice, où évidemment j'ai vécu les premières années de ma vie, et même, voire même assez longtemps, puisque j'ai quitté Nice, après je suis venu dans l'arrière-pays Grassois, j'ai vécu plus de 55 ans, voilà. Avec un frère qui croyait bien d'user d'un droit d'aînesse, ce qui lui permettait de rien faire et d'avoir, on peut dire un laquais, mais on va dire un subordonné. Et une mère qui, pour moi, n'avait pas les yeux de chimène, qui m'aimait bien, mais qui avait un préféré, son frère aîné. À l'époque où on se demande, vous y avez dû y passer vous aussi, si on est bien l'enfant de ses parents, on croit tous qu'on est le fils d'un autre. Ce qui arrive souvent déjà. Mais bon, voilà, il y a eu toujours cette différence, cette longueur existante. Donc à 15 ans, je ne me souviens absolument pas de quoi je pouvais. Et faire un retour sur soi, c'est toujours intéressant. Je me demandais à quoi je pouvais rêver, mais à des rêves de justice, à des rêves de revanche, à des rêves d'avoir la puissance que ne me donnait pas la présence d'un père. Parce que le regard des gens, quand on est orphelin, est totalement différent. Alors pensez un peu à ces pauvres femmes qui veulent faire des enfants tout seuls. Quelle folie. Et donc, à ce moment-là, en plus, une scolarité, j'étais derrière un frère qui avait laissé, en subissant un peu son ego, parce que j'étais un jeune homme docile. Quand on est un enfant, on est malléable, on est docile, on croit un peu les grands. Donc à l'école, il a fait la politique d'Attila, à savoir par son comportement. Et quand moi, 2 années après, quand on m'a dit « Ah, vous êtes le frère de... » Oui, oui, ah, vous êtes le frère, des joueurs. Et voilà, alors ça, à partir de là, à 15 ans, on se dit pousse, c'est pas juste. Et on se replie sur soi, on se forge tout seul, sous le regard d'une mère qui, était-elle consciente des faits? Je me pose la question. Cette femme s'est retrouvée seule avec 2 enfants à élever, pas évident, avec des moyens qui sont considérablement réduits. Quand on parle d'une dame d'un statut bourgeois, grand bourgeois même, on se retrouve sans situation, après elle est retravaillée, pas évident, perte de statut. Elle a pris une décision un peu dépressive sous forme de misanthropie. Et puis elle est restée cloîtrée là-dedans jusqu'à la fin de sa vie. À 17 ans, j'étais très content d'avoir 17 ans parce que je me suis construit tout seul par mes lectures, par mes envies. J'ai demandé une indépendance, donc comme nous avions peu de moyens, on m'a alloué une pièce, mais comme on avait peu de moyens à cette époque-là, ma mère m'a dit qu'elle ne serait pas chauffée, alors que celle de mon frère était chauffée. C'est une chose qui marque, c'est très agréable. Et bon, elle faisait ce qu'elle pouvait, la pauvre femme. Si elle avait peu de moyens, elle ne pouvait pas lui demander plus, mais vous savez, chaque être est différent, il y a des réactions très très différentes. On ne peut pas juger. Sur le temps, je ne juge pas, je constate, peut-être avec du regret, parce que quand je vois comment comme mon épouse et moi-même, nous nous comportons par rapport à notre fille et par rapport à ce qu'on a reçu, il y a une différence. C'était une époque où les enfants mangeaient avant les parents. Moi, je mangeais, mon père avait des gens de maison qui me donnaient à manger, et après les parents mangeaient. Mais qui étaient-ils, ce qu'ils avaient fait, la communication parent-enfant n'existait pas. Je sais très très peu de choses sur leurs grands-parents, sur leur jeunesse, les partager. Mon père m'a eu sur le tard, faire adada et faire du cheval sur le dos de mon père, je n'ai jamais connu. J'ai réussi, j'ai eu un brevet d'enseignement industriel avec mention. Je me suis battu, en revanche, qui se passait en 2 parties d'ailleurs. Je l'ai quand même eu avec mention. Je me considérais à l'époque comme un saumon remontant le courant,
malgré tout ce que je pouvais prendre à travers la figure. Vous savez, chaque être a un sage intérieur, et j'avoue que le sage qui habite chez moi était un grand éducateur. Et donc je prenais la parole, ayant déjà une certaine personnalité, et c'est moi qui faisais les discours de fin d'année, les réceptions, et tout ça. Je prenais la parole au nom de mes camarades, même si monsieur le directeur me disait d'un air compassé, monsieur, ce n'est pas à vous à faire les discours, votre classement ne vous l'autorise pas. Sectaire déjà. Voilà. Depuis il est mort, moi non. J'aurais aimé être un chercheur. Parce que chercheur, c'est donner une réalité à l'imagination. C'est pouvoir partir d'un rêve comme comment dirais-je, des auteurs qui m'ont passionné, Jules Verne par exemple, ou Léonard de Vinci, qui partent d'un rêve, qui le matérialisent par un crayon. C'est pour ça que pour moi le crayon est très important, puisqu'après j'ai travaillé dans le dessin. Et ça permet de mettre sur le papier l'imaginaire, et de le concrétiser, de le matérialiser, de le construire, de le calculer et de le réaliser. Et à cette époque-là, moi je me voyais chercheur, évidemment célèbre, bien sûr, d'être un Goldorak de la société, que ce soit... enfin, j'étais un peu comme Charles Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche. C'est mes combats. Voilà, donc déjà des désirs de revanche, des désirs de puissance, de matérialiser une puissance latente, des désirs de justice. La justice m'a toujours profondément choqué. Le gars qui veut survivre, qui se relève et que quelqu'un fait extérieur écrase et tape dessus. Il doit être révolutionnaire. Hein. Donc mes rêves de revanche, de puissance, voilà, c'est tout. Bon, j'étais un type, pas une... Après, avec le temps, pas tellement une grande ambition, mais vouloir faire son chemin, décider de ses choix, décider de son destin, ce qu'on voulait faire. Voilà. Après, avec les filles, à 15-17 ans, ma mère, qui devait être frustrée, quand je recevais des copines, me disait surtout ne faites pas ces cochonneries. Mais comme j'avais pas d'argent, voulez-vous que je reçoive? Et quand il y avait des filles qui tenaient à moi parce qu'elles avaient bon goût, elles les recevaient pendant 20 minutes pour parler entre femmes. Et les filles, je voyais ces braves petites qui avaient des vues tout à fait louables envers une association, elles et moi. Je les voyais sortir les yeux mouillés. Je me demandais pourquoi. Mais quand les hommes sont bêtes, ils ne comprennent pas toujours les motivations des femmes. Et ben, après, j'ai appris que je n'ai jamais su exactement. Elles ont eu la pudeur et l'intelligence de ne jamais me le dire, mais après, ces filles disparaissaient. Que disaient-elles sur moi? Et la motivation, c'était que dans la vie, on n'a qu'une seule mère, qu'une seule femme dans la vie, sa mère, et on ne doit pas la quitter. Ma mère étant privée de son père, et ayant qu'un seul garçon qui travaillait et qui ramenait quelque chose à la maison, moi, puisque mon frère, lui, c'était pas possible. Et donc, c'était moi, elle ne voulait pas couper le robinet. Hein. Et d'ailleurs, le jour où je voulais me marier, elle m'a dit, si tu quittes la maison, je me suicide. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai dit, vas-y, 4e étage. J'ai fait attention quand même, en bas, il y a peut-être des enfants. Elle a vécu jusqu'à 92 ans. Alors, ben, quand on rêve avec des filles, eh ben, c'est... À l'époque, il n'y avait pas d'éducation sexuelle, il n'y avait pas les films. Il y avait des besoins qui se faisaient sentir. Je bourgeonnais allègrement. Et alors, on a envie d'être un Goldorak du sexe, un Tarzan inépuisable. Mais bon, la réalité était beaucoup moins avantageuse. Je voulais vivre, comment dirais-je, longtemps célibataire. Et après, je me suis, à travers mes lectures, m'étant aperçu que le monde matériel était plein d'embûches et peu satisfaisant, je me suis tourné vers le spirituel. J'ai voulu être moine. Il fallait savoir pourquoi. Et j'ai fait des retraites qui, disons que mon caractère et ma personnalité possèdent des gons cénobitiques. Et je me suis rapproché, à l'époque c'était les îles de l'Érins, où j'ai rencontré des gens fort aimables, très intelligents, des gens d'une grande intelligence, et j'ai voulu faire partie de cette congrégation qui, elle, m'a porté sous son aile une compréhension et au moins le libre arbitre de mes réflexions, voire même des conseils paternels dont j'ai toujours manqué.
Mais après un décès, je me voyais déjà évidemment pas petit moinillon, petit curé de campagne, je me voyais cardinal, ou au moins évêque dans un premier temps. Et je me suis heurté à une autorité qui rabaissait mes compétences et mes désirs, donc, et puis tout simplement, je n'avais pas la vocation, car celle-ci a été écrasée, encore une fois de plus, par la présence de celle qui plus tard devenait mon épouse. Et avec qui je vis d'ailleurs avec le plus grand plaisir depuis 38 ans.